David, je me réjouis de te retrouver encore une fois et en bonne santé et je commence par boire à ta santé. Longue vie, cher David. À la tienne. Chers auditeurs et spectateurs, on s'est mis d'accord, David et moi, sur le scénario suivant. C'est que l'un va présenter ses doléances, ses revendications pendant 80% du temps. La séance prochaine, ça sera l'autre qui va présenter ses doléances, ses revendications. Et la semaine d'après encore, et ça sera le compromis auquel on peut arriver. Alors, la première séance qu'on a eue la semaine passée, c'était plus ou moins une déclaration de bonne volonté qui avait l'air d'une évidence entre David et moi, puisqu'il n'avait pas de difficultés entre nous. Lui et moi, on veut un seul État. Lui et moi, on veut écarter la religion. Lui et moi, on veut éliminer toutes les discriminations. Ça, pour nous, c'est évident, mais pour les autres, ce n'est pas évident. Accepter l'un et l'autre, ce n'est pas aussi évident, ni pour les juifs, ni pour les musulmans. Appelez-les comme vous voulez, c'est égal. Alors, cette introduction ayant été faite, alors, on a décidé que ça sera David qui va parler dans cette séance. Moi, je ne dirai rien, j'écouterai. J'écouterai. Toute la parole est à lui pour plaider l'affaire, donner ses doléances et ses revendications. Mon silence, ça ne veut pas dire acquiescement. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit, moi, je l'accepte. Non, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. Mon silence, qui ne dit mot, consent. Ce n'est pas le cas. Ici, moi, je veux l'écouter parce que c'est important qu'on s'écoute mutuellement. Alors, on a voulu se donner le temps de s'écouter. Et sur ce, moi, je termine mon rôle. Vous allez me voir juste à la fin pour boire de nouveau à votre santé et à vous redonner rendez-vous à la prochaine fois. David, je suis très heureux de te revoir. Je suis oreille ouverte pour tout ce que tu vas dire. Exprime-toi librement, sans aucune dissimulation, sans aucune crainte. Quoi que tu dises, on restera des amis. Alors, à toi la parole et je t'écoute. Et moi, je vais même fermer mon micro et toi, tu seras le seul à parler. Bonjour Samy. En fait, je ne serai pas le seul à parler puisque tu auras, selon ce qu'on s'est mis d'accord, 20% du droit à la parole en réaction et ensuite je terminerai en contre-réaction. En fait, ce que nous allons voulu faire, c'est une sorte de cadre d'un procès, d'un tribunal, où chaque partie dépose ses plaintes et ses revendications, ses doléances et ses revendications, et nous allons imaginer que les auditeurs sont des jurés, un juge avec des jurés, qui vont écouter les deux parties adverses, qui vont peut-être s'entre-déchirer. Et ensuite, ils vont les réinviter, les deux parties adverses. Ça sera le troisième volet, le quatrième volet, en fait, à part celui qui a été le volet précédent où nous n'avons pas pu exprimer en réalité nos pensées par une certaine erreur où on a pensé que les choses étaient évidentes alors qu'elles ne l'étaient pas. Et voilà, dans ce cadre-là de pseudo-tribunal, je vais vous m'exprimer. J'ai proposé à Samy d'ajouter au mot doléance le terme de revendication. Parce que doléance, d'un point de vue étymologique, il a le sens de douleur et de souffrance. Dans revendication, il y a une sorte de réclamation de justice. Je pense que la douleur et la souffrance n'est pas suffisante.
euh, j'ai imaginé que Hitler, dans son bunker, a aussi souffert. Mais cela ne justifie rien du tout. Et il a mérité sa souffrance et sa douleur. Saddam Hussein, lorsqu'il a été pendu, idem. Par contre, lorsqu'on parle de souffrance d'un innocent, d'un juste, c'est autre chose. Il y a du bruit à l'extérieur, je ferme la fenêtre. C'est autre chose. Donc, le sens de la justice, être innocent, n'être pas coupable de crime, est pour moi plus fort que la douleur. Je ne suis pas dans une posture christique. Donc, une fois cette introduction, je voudrais continuer et rebondir sur ça. Que ni Samy et ni moi, nous sommes des politiciens, des politicards. Nous sommes des penseurs, et tant qu'à faire, des libres penseurs. Et je n'ai pas du tout l'intention, comme les politiciens, avec leurs conseillers d'entre deux tours d'élection, chacun a des fiches et des chiffres et toutes sortes, où l'objectif est de terrasser l'adversaire, comme une sorte d'arène avec les gladiateurs, et la foule qui applaudit avec un signe comme ça ou comme ça. C'est une volonté d'arriver au plus profond du conflit. Et il n'est pas question non plus ni de slogan, ni d'attaque au-dessous de la ceinture. C'est une analyse profonde et sérieuse. Autrement, cela ne sert à rien. Alors, je vais dire ce que je pense. Je ne me considère pas comme un citoyen du monde. Je m'oppose à l'universalisme. Je pense que le particularisme, et y compris le particularisme ethnique, culturel, patrimonial, est une bénédiction pour l'humanité. La diversité de petits peuples présents sur leur terre est une bénédiction pour l'humanité. Le cosmopolitisme, le globalisme, le colonialisme, l'impérialisme, l'universalisme, sous ces beaux mots, est en réalité une prédation. C'est ainsi que des dizaines et des centaines de petits peuples ont disparu de l'histoire. C'est ainsi que chaque année, des langues disparaissent, des petites langues qui n'ont pas la force colonialiste des grandes langues du monde qui se sont imposées, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le français, toutes sont l'espagnol et ces 5-6 langues qui dominent la planète, où nous sommes obligés de parler en ces langues pour pouvoir communiquer, pour moi, sont des prédations. Et je m'oppose. C'est une déclaration première. Je suis pour la défense des peuples premiers, des peuples autochtones, des peuples indigènes sur leurs terres qui ont été spoliés, écrasés, laminés, chassés, et qu'il va falloir un jour leur rendre justice, de quelque manière que ce soit, déclarative, physique, idéologique, politique, culturelle, peu importe, mais ça doit se faire. Je ne veux pas vivre dans un monde réduit à la loi de la jungle ou du zoo. À partir de là, je m'oppose au concept de l'État-nation. À mon sens, l'idée d'État-nation
est une prédation, est un malheur, est une manière sournoise de légitimer l'occupation, le colonialisme et l'impérialisme. Je vais citer Ernest Renan. Il a dit une chose semblable. L'oubli et l'erreur historique sont un facteur essentiel à la création d'une nation. Je répète, l'oubli et l'erreur historique sont un facteur essentiel à la création d'une nation. Cela signifie que toute nation s'est créée dans l'oubli et dans l'erreur. Donc, dans le mensonge et l'injustice. Pour le paraphraser, je dirais, la mémoire et la vérité historique sont les conditions sine qua non à la libération d'un peuple et à son autodétermination, dans le cadre de son État-ethnie, ou le néologisme que j'ai créé, ethnétat. C'est à cela que j'aspire. Et c'est pourquoi je m'oppose à tout ce qui a trait au concept de nation, d'internation, de globalisme, d'universalisme, de ces nouvelles créations du 19e siècle de État citoyen qui, pour moi, ne veut rien dire parce qu'elle risque de légitimer a posteriori l'occupation, le colonialisme et l'impérialisme. Cela dit, je ne considère pas que l'État-ethnie doit forcément être un État discriminatif et un État uniquement qui crée des différences de statut entre les habitants de cet État. À partir de là, dans cette recherche de vérité et de justice, il va falloir pointer le responsable et le coupable de tous les maux, de tous les mensonges, de toutes les injustices dans cette région du monde, ainsi que dans d'autres. Mais puisque nous parlons de notre région, de cette région, de notre région du monde, qui s'appelle le Levant. Il faut donc cibler la racine du mal. Ce mal qui a engendré le malheur, qui l'a perpétué et qui empêche et obstrue tout remède et toute solution. Ce mal, je le désigne par un nom, le panarabisme islamique. Son essence expansionniste, conquérante, criminelle, oppressive et mortifère. Il est le seul et unique colonialisme et impérialisme qui a réussi. Parce qu'il a fait, il s'est couvert, il s'est habillé de la laine du mouton alors que c'est un loup. Et c'est pour ça qu'il a trompé tant de peuples qui sont tombés sous sa botte. Le remède est donc l'extirpation de cette racine du mal, et par voie indirecte, l'éradiction des séquelles qu'elle a engendrées. C'est pour ça que je commence mon J'accuse à partir de l'an 636, date de la conquête arabo-islamique du pays de mes ancêtres, le pays hébreu cananéen de Kédem du Levant. Je vais donc commencer par mes revendications qui sont un appel que j'ai titré par le terme « j'accuse ». 1.
J'accuse le panarabisme islamique d'avoir conquis le pays de mes ancêtres hébreux cananéens. Sa présence sur cette terre est illégitime en tant que idéologie de conquête et d'oppression. 2. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir perpétré cette conquête par une violence criminelle incommensurable, y compris par le génocide des habitants de cette terre, et en particulier le génocide de mes frères hébreux samaritains. 3. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir dépouillé mes ancêtres hébreux cananéens, judéens, samaritains, galiléens, iduméens, moabites, ammonites, shimonites, etc., de leurs biens, de leurs terres, de leur patrimoine. C'est ainsi que des milliers de bourgs, de villages, de localités ont été détruites à tout jamais et que les autres ont été rebaptisés en les changeant de nom pour les supplanter. 4. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir arabophonisé, islamisé par la coercition des populations hébreux cananéennes qui étaient indigènes, autochtones, tout en leur faisant perdre leur identité et leur mémoire historique. Cette langue appelée arabe est en fait le fer de lance de la conquête islamique. Il n'y a jamais eu de langue arabe. La seule langue qu'il y avait dans la région du Hejaz étaient les sabéens, les dialectes sabéens, himyarites, etc. Le terme même, l'expression même, langue arabe, est une expression coranique, artificielle, inventée ad hoc pour servir de fer de lance à la conquête islamique. 5. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir imposé la dhimitude, le statut de dhimitude, avec la capitation, la jazia, afin d'opprimer les habitants de cette terre, les humilier et les obliger peu à peu à s'arabo-islamiser ou à plus précisément à se panarabiser, islamiser, se panaraboniser, islamiser, à adopter cette langue qui n'était pas la leur originellement. Et cela, ils ont été obligés de le faire pour échapper à leurs conditions abjectes de dhimmi. Et ceux qui étaient des récalcitrants ont été tout simplement passés au fil de l'épée. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir institué la polygamie militante afin de transformer le ventre de la femme, et en particulier de la femme hébreu cananéenne, donc des habitants indigènes de cette terre, en arme de destruction massive, en arsenal démographique, au détriment des indigènes, et pour promouvoir une submersion démographique au bénéfice des adhérents à la Oumma du panarabisme islamique. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous sort des chiffres où paraît-il que les Hébreux seraient extrêmement minoritaires sur cette terre et que à la fin du 19e siècle, sur les 300 000 habitants, il n'y avait que 80 000 Hébreux judéisants et que tous les autres étaient déclarés comme étant des Arabes. Chose que je refuse totalement. La plupart n'étaient pas des Arabes, étaient seulement des arabisés, des arabophonisés et des islamisés. 7. J'accuse le panarabisme islamique d'être le père et le pire des colonialismes et des impérialismes.
Le seul qui a réussi en se présentant comme victime, et qui, alors qu'il en était l'instigateur et le réalisateur. Et c'est ainsi qu'il a trompé le monde entier, jusqu'aujourd'hui. Il est incroyable de penser qu'il y ait 22, 23 États qui se considèrent comme arabes dans leur constitution. Un État ne peut représenter qu'un peuple, avec évidemment des minorités. Mais il ne peut pas y avoir 23 États arabes. Et évidemment que je m'opposerai à la création d'un 24e État arabe qui, en plus, puisque c'est comme cul et chemise, l'arabisme et l'islamisme, et qui se sont considérés aussi islamiques. 8. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir imposé l'idiome coranique, appelé fallacieusement langue arabe, aux locuteurs indigènes de cette terre et de l'avoir transformé en fer de lance du panarabisme islamique. Cette langue-là est devenue une arme de guerre. Je ne peux plus la considérer comme une langue légitime. Elle n'est qu'un arsenal. Il va falloir la réformer. Et réformer sa manière de penser. 9. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir importé sur cette terre des mercenaires étrangers en grand nombre, après les avoir panarabisés, islamisés, afin de diluer le nombre des habitants autochtones encore résistants au bulldozer du panarabisme islamique. 10. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir exploité cette terre jusqu'à la lie, de l'avoir ensuite délaissée, de l'avoir transformée en terre désolée et quasi vide de ses habitants, à l'orée de l'occupation arabo-musulmane, habiter sur cette terre près de 1 million d'habitants. Comment est-il possible qu'au 7e siècle, il y ait 1 million d'habitants et à la fin du 19e siècle, se retrouver avec moins de 300 000 habitants? Que s'est-il passé? Pourquoi cette terre qui devait fleurir, qui devait être un paradis, qui devait contenir 7-8 millions d'habitants, comment nous sommes-ils arrivés pour qu'il n'y ait que 300 000 habitants sous la botte de l'Empire ottoman, qui l'a complètement désertifié, sans que le panarabisme islamique n'a à redire, puisque évidemment l'Empire ottoman est islamique. 11. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir incité les populations anciennement hébreu-cananéennes à s'opposer à la fin du XIXe siècle au retour de leurs frères hébreux judaïsés exilés. 12. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir aliéné ces populations et les avoir incitées à la haine de leurs frères, à tel point qu'ils ont perpétré, bien avant la création de l'État d'Israël en 1948, des massacres et des pogroms à Jérusalem, à Jaffa, à Hebron, à Safed, sous les yeux bienveillants des colonialistes ottomans musulmans. 13. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir empêché, entravé la possibilité de scènes de fraternisation entre les Hébreux arabisés, islamisés, qui se seraient désaliénés en voyant leurs frères hébreux judaïsés exilés revenir sur leur terre et créer ensemble la reconstruction commune de leur patrie ancestrale.
Dans ma pensée, je vois ces scènes de fraternisation qui auraient dû se faire. Lorsque les Hébreux arabisés autochtones, en voyant venir leurs frères, qu'ils ont attendu pendant des centaines et des milliers d'années, en sachant pertinemment qu'ils étaient là-bas, exilés, et savoir qu'enfin, ils peuvent revenir et les accueillir les bras ouverts, en leur disant « Brochim Abaim », bienvenue nos frères. Et à cause du panarabisme islamique, ils ont développé une haine pour ne pas permettre à ces revenants de reconstruire cette terre. Alors qu'au départ, qui y avait-il sur cette terre? Même le colonialisme britannique n'était pas encore arrivé. Rien n'y était, à part l'empire ottoman oppressif, qu'il fallait bouter de cette région ensemble. Cette scène de fraternisation qui ne se sont pas produites, le seul responsable est théologie panarabiste islamique. 14. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir collaboré avec l'occupant ottoman pour opprimer à la fois les Hébreux arabisés, islamisés, restés sur place, et les Hébreux judaïsés revenus dans leur patrie. On sait les tortures que les Ottomans ont fait subir à, par exemple, Sarah Aronson, qui a été violée, torturée et tuée par le gouverneur en personne, le gouverneur ottoman. On sait que Yosef Lishinsky a été pendu pour avoir dénoncé le génocide perpétré contre les Arméniens. Et même les Hébreux arabisés, islamisés ont subi la botte de l'Empire ottoman. Mais les élites panarabistes islamistes ont trouvé ça normal. 15. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir incité les colonialistes britanniques à imposer le livre blanc. Ce livre blanc a interdit le retour des Hébreux judaïsés, l'a fortement diminué et en parallèle a profité à la venue d'étrangers à ce pays, en profitant de la prospérité économique engendrée par les Hébreux judaïsés revenus sur cette terre, en se présentant comme des migrants, des émigrés travailleurs, alors qu'ils n'étaient là, ils ont été importés sur cette terre que pour devenir le fer de lance du panarabisme islamique. C'est ainsi que nous avons vu venir en l'espace de 20 ans des Circassiens venus du Caucase, des Maghrébins, des Albanais, des Bosniaques, de toutes les régions du monde qui sont venus pour déséquilibrer la démographie avec un dénominateur commun, c'est que tous ces pseudo-émigrés étaient tous des musulmans. Et c'est ainsi que la démographie a basculé à l'avantage des musulmans, au détriment des populations autochtones, hébreux, arabisés, islamisés et surtout judaïsés et christianisés. Les chrétiens étaient, les hébreux christianisés étaient en majorité dans plusieurs villes. Aujourd'hui, ils sont une minorité infime. Les hébreux judaïsés étaient en majorité
à Jérusalem, à Hébron et même à Gaza. Et ils sont aujourd'hui devenus minoritaires. Je parle d'avant la création de l'État d'Israël, en 1948. D'ailleurs, chez ces gens-là, on les reconnaît par leur nom. Ils s'appellent El-Turk, venu de Turquie, El-Masr, venu d'Égypte, El-Mashraqi, venu d'Irak, El-Maghribi, les Algériens, les Marocains, venus d'Afrique du Nord, El-Albani, venu d'Albanie, El-Tcherkessi, venu de Circassie, du Caucase. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 villages circassiens. Un qui s'appelle Abu Ghosh et l'autre Majd el-Krum. Je fais une petite parenthèse avant de continuer les j'accuse. Parfois, on entend une sorte de lieu commun où on nous dit oui, mais on ne dit pas le mot hébreu judaïsé, mais on dit tel juif. Oui, mais tel juif venu d'Europe a les yeux clairs, a les yeux bleus, a les yeux verts. Mais quelle sorte d'argument c'est cela? L'ethnie hébreu-cananéenne avait un éventail de couleurs, des cheveux, des yeux, de peau, qui allait du clair au foncé. Qui a mis dans la tête du monde entier que les autochtones de cette terre devaient ressembler à des Hidjaziens d'Arabie Saoudite? Mais dans la Bible, il y a écrit que David était un rouquin. La couleur roux est un gène récessif. Les Romains qui ont décrit les habitants de cette terre n'ont jamais parlé de personnes sombres. Il y avait de tout dans notre peuple. Le peuple hébreu cananéen n'est pas un peuple endogame, n'est pas une ethnie endogame, est une ethnie exogame, où il y a tout un éventail de couleurs qui va du clair au foncé. L'ethnie n'est pas une race, n'est pas une race pure, cela n'existe pas. C'est une ethnie. Et ce qui est bizarre, c'est que par l'intermédiaire du colonialisme britannique, allemand, français, ces orientalistes exotiques ont développé une idée que l'indigène de cette terre devait avoir l'apparence d'un bédouin du Hijaz, noir, sombre de peau. Mais c'est une erreur totale d'un point de vue historique et scientifique. Il y a écrit dans la Bible, par exemple, dans le livre Le Cantique des Cantiques, où la bergère, amoureuse de son berger, se plaint et dit « Fille de Jérusalem, ne me regardez pas si je suis si sombre de peau, c'est parce que le soleil m'a bronzé. » Cela signifie que peut-être que les filles de Jérusalem étaient claires de peau, parce qu'elles étaient des citadines. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quand nous allons en Galilée, quand nous allons à Hébron, quand nous allons à Shrem, à Sichem, ce que les arabistes appellent Naplouse, parce que c'est un nom latin imposé par les Romains, et quand nous allons voir les Samaritains, nous trouvons des habitants autochtones avec les yeux clairs, les yeux verts, certains même les yeux bleus, certains des cheveux roux, des cheveux plutôt clairs, et personne n'a jamais remis en cause leur indigénisme, leur ethnie. Pourquoi tout d'un coup? Parce que pour des Hébreux exilés qui ont la peau claire et qui ont les yeux bleus,
tout d'un coup, ce sont des étrangers, ils n'appartiennent pas à l'hébreu, à l'ethnie hébreu. Eh bien, faisons un test ADN si quelqu'un a un doute. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que lorsqu'une palestiniste devenue la coqueluche du monde entier, du nom de Aad Tamimi, lorsqu'elle se présente devant les médias et qu'on voit une jeune fille blonde aux yeux bleus qui se déclare palestinienne, militante palestinienne, personne ne trouve à redire. Personne n'évoque un doute. Ah, peut-être que ses ancêtres ont été violés par des croisés et qu'elle ne fait pas partie de l'ethnie indigène. Non, personne n'a de doute. Ce n'est uniquement lorsqu'il y a des Hébreux judaïsés, exilés, retournés sur leur terre, que dès qu'on voit quelqu'un avec des yeux clairs, on réveille un doute existentiel. Je trouve ça malhonnête. Je continue. 16. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir incité Hitler à la solution finale concernant les Hébreux judaïsés avant leur potentiel retour sur leur patrie et qu'ils puissent réaliser leurs revendications de souveraineté. Cette incitation a été provoquée par le panarabiste islamique Hajj Amin el-Husseini, le Qadi de Jérusalem, qui est allé voir Hitler, qui encore n'envisageait pas encore la solution finale d'extermination et qui n'avait que programmé leur expulsion de toute l'Europe, en allant le voir et lui dire: si vous expulsez ces Hébreux judaïsés d'Europe, ils viendront tous. Ce que Hajj Amin el-Husseini a appelé Palestine, en réalité le pays des Hébreux cananéens, et leur disant: non, 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 il faut les exterminer sur place. Des documents historiques le prouvent et je les montrerai à toute personne qui me le demandera par la suite. Et je pèse mes mots. J'accuse le panarabisme islamique d'être responsable en amont et indirectement de ce qu'on appelle malencontreusement la Shoah et que j'appelle l'extermination des Hébreux judaïsés d'Europe. 17. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir torpillé pendant toutes les années du mandat britannique toute possibilité de reconstruction de ce pays avec une souveraineté en boutant l'occupant britannique et son mandat de pacotille, qui a tout fait pour diviser afin de mieux régner, qui a pris cette terre alors qu'il avait un mandat beaucoup plus large d'un point de vue géographique, et en le dépeçant, en le découpant, en créant des entités factices, en donnant ce qu'on appelle aujourd'hui la Transjordanie, un petit roitelet qui était le collabo de ces Britanniques, en découpant en partitions selon la judéité ou l'islamité des populations vivant sur cette terre, en collaborant pour dénoncer les Hébreux qui ont voulu bouter l'occupant britannique de cette terre, afin de créer un État d'identité dont son identité aurait été hébreu cananéenne. Durant toute cette période, jusqu'à la malencontreuse déclaration
d'indépendance de 1948 de Ben Gurion, durant toute cette période, le terme juif avait été occulté, aboli par les Hébreux judaïsés eux-mêmes. Tout était redevenu hébreu. Ils ont appelé la poste hébreu, la langue hébreu, le travail hébreu, la terre hébreu, le théâtre hébreu. Tout était redevenu hébreu. Et qui dit hébreu dit cananéen, parce que hébreu et cananéen sont une seule et même ethnie, un seul et même peuple. La différence est uniquement géographique. Cananéen, c'est le littoral, hébreu, c'est l'arrière-pays montagneux. C'est tout. Donc qu'on dise cananéen ou qu'on dise hébreu, c'est la même chose. C'est pour ça que je propose hébreu, trait d'union cananéen. C'est le panarabisme islamique qui a empêché la création de cette entité hébreu-cananéenne en focalisant tout sur la religion, l'islam, et ainsi, en contrepartie, focaliser tout sur le judaïsme. Et c'est comme cela qu'en 1948, Ben Gurion a fait l'erreur tragique d'appeler l'État d'Israël naissant, renaissant, l'État des Juifs. Et à partir de ce mot-là, cette erreur sémantique, tous les problèmes se sont créés, à part évidemment le problème du panarabisme islamique. Il va falloir donc remédier à cela. Et c'est pour ça que j'arrive à mon J'accuse 18. Le panarabisme islamique, je l'accuse d'avoir orienté le conflit identitaire, parce qu'il n'a été uniquement, d'un point de vue historique, qu'un conflit de mémoire, donc identitaire, en conflit religieux entre juifs et musulmans, y avoir provoqué une réaction de défense fausse, imbécile et maladroite chez les Hébreux judaïsés en délaissant leur identité d'Hébreux, leur identité ethnique, et en adoptant à nouveau une définition confessionnelle de juif, qui est une définition exilique, d'exil, de la diaspora. D'ailleurs, dans plusieurs langues dans le monde, on ne dit pas juif. En italien, on dit hébreu, hébreu. En russe, on dit hébrei, hébreu. En grec, on dit hébraïos, hébreu. Le mot juif est une invention tardive, un sobriquet péjoratif. Il ne peut pas définir un peuple. Nous retournerons à ce sujet parce qu'il est le fondement qu'il faut détruire pour créer un État fédéral hébreu-cananéen au pays du Levant que je proposerai plus tard. 19. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir ainsi pris au piège tous les habitants de cette contrée pour qu'ils se définissent selon leur confession, juifs, chrétiens, musulmans, au lieu de se définir hébreux cananéens. Même s'ils ne sont pas, d'un point de vue ethnique, des Hébreux cananéens, et qu'ils sont des étrangers venus, émigrés, travailleurs, mais qu'il leur faut reconnaître l'identité hébreu-cananéenne de cette terre pour pouvoir s'y intégrer. Et ainsi, ils ont empêché la reconstruction d'un cadre étatique fondé sur l'identité ethnique hébreu-cananéenne, sans pour cela aller chercher dans l'ADN, est-ce qu'il est vraiment un hébreu cananéen, à quel pourcentage, 10%, 20%, 80%, 70%. Il suffit de reconnaître l'identité hébreu-cananéenne de cette terre, de vouloir s'y assimiler, s'y intégrer, adhérer, la revendiquer.
20. J'accuse le panarabisme islamique par le biais de sa Ligue arabe d'avoir perpétré une agression armée contre l'État d'Israël en 1948. Bien que cet État d'Israël n'est qu'un pis-aller et qu'il devait être épisodique pour créer ensuite sur ses décombres ou bien sur sa base un État hébreu cananéen fédéral, laïque, démocratique pour tous ses habitants. Mais à cause de cette agression armée, criminelle, qui a causé des dégâts collatéraux, comme toute guerre, inhérents à cette guerre, comme la destruction de villages, d'arabophones, en réalité d'hébreux arabophonisés, ou d'immigrés étrangers arabophonisés, islamisés, en détruisant leurs villages, en provoquant leur fuite, ou alors même leur spoliation. Parce que, et c'est mon J'accuse 21, le panarabisme islamique est le seul responsable et coupable du malheur des habitants de ces bourgs qui ont dû fuir ou alors qui ont participé à l'agression armée de la Ligue arabe contre l'État d'Israël, en leur faisant miroiter qu'après l'extermination de ce qu'ils ont appelé l'entité sioniste, entre guillemets, donc l'État d'Israël, qu'ils pourraient non seulement revenir, mais investir les maisons et les biens et les femmes des Hébreux judaïsés. « 22. J'accuse donc le panarabisme islamique d'être le responsable numéro 1 du problème dit des réfugiés. Ce terme de réfugié n'est pas adéquat pour décrire deux sortes de populations. D'une part, des habitants innocents qui ont subi les dégâts collatéraux de cette guerre et qui ont fui leurs villages et leurs terres et leurs habitations, alors qu'ils n'en avaient pas du tout d'intention criminelle ou de crime, qui n'avaient pas du tout l'intention ensuite d'investir et de voler et de spolier les maisons des Hébreux judaïsés. Et une autre part de cette population dite de réfugiés, qui étaient, et je pèse mes mots, des collabos de la Ligue arabe, qui ont participé à l'agression armée de la Ligue arabe contre l'État d'Israël, qui ont eux-mêmes perpétré des crimes. Tout comme aujourd'hui il se passe en Europe, où sous le terme migrant, on met à la fois des victimes et des bourreaux, des migrants chrétiens qui ont fui Daesh, des migrants yézidis qui ont fui Daesh et d'anciens djihadistes qui qui ont pris la peau de pauvres petits migrants victimes alors qu'ils étaient des bourreaux. Lors du règlement de ce problème à venir, du retour de ces réfugiés et de la restitution de leurs biens, de leurs villages, de leurs terres, de leurs habitations, dans le cadre d'un État fédéral hébreu cananéen, tout cela sera pris en compte et sera décidé cas par cas, après enquête, pour savoir si la République hébreu cananéenne du Levant peut accepter que d'anciens criminels de guerre puissent revenir dans le pays ou revenir pour y être jugés et condamnés à mort pour participation à des crimes de guerre. 23. J'accuse le panarabisme islamique
de continuer à aspirer jusqu'aujourd'hui à l'extermination des Hébreux judaïsés par tous les moyens, y compris par la création d'un fer de lance appelé palestiniste, qui a le don de transformer le bourreau palestiniste islamique en victime indigénique. 24. J'accuse le panarabisme islamique d'avoir aliéné les Hébreux christianisés, mais arabisés et arabophonisés, en les poussant à de la surenchère panarabiste pour échapper à leur statut inférieur de dimitique et pour montrer patte blanche vis-à-vis des panarabistes islamiques, en leur disant oui, 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 vous savez, nous aussi, nous faisons partie de la Oumma arabe. Voyez, nous parlons l'arabe. Voyez, nous faisons de la surenchère. Vous voyez, nous devenons encore plus haineux que vous face aux Hébreux judaïsés, malheureusement. D'ailleurs, de manière incroyable, les tenants, les plus grands champions du panarabisme et de la langue arabe ont été, depuis le début du XXe siècle, des chrétiens arabisés, arabophonisés. Azouri, Michel Aflaq, qui a créé le Baas, et jusqu'à aujourd'hui, ensuite Habash, Naïf Hawatme, où ils ont toujours dans leur charte levé bien haut l'idée du panarabisme, en se considérant comme partie intégrante de la nation arabe. Cela signifie que dès qu'il y aura un petit problème entre Hébreux judaïsés et Hébreux arabisés, alors à chaque occasion, l'hébreu arabisé ou l'arabisé tout court va faire appel aux autres États arabes, aux 22, 23 autres États arabes. Imaginons un instant qu'il y ait une guerre entre l'État fédéral hébreu cananéen et un État arabiste islamique. À qui l'allégeance de l'arabophonisé islamisé va-t-elle être donnée? Aux citoyens, à l'État arabe, ou bien à sa patrie? Si son allégeance première est donnée à son identité factice arabiste islamique ou chrétienne, avec évidemment la couverture du panarabisme, c'est un réel problème. Aucun État ne pourra se créer dans cet état de fait. Et cette surenchère chrétienne au panarabisme est un des points aussi cruciaux qu'il va falloir remédier pour créer un véritable État fédéral hébreu-cananéen. Et il dépend d'eux de trouver le remède. Et ils seront même la clé du remède. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens sur cette terre d'origine hébreu qui ne veulent plus être considérés comme des Arabes, qui refusent la mainmise de cette langue coranique appelée arabe et qui ont fait appel au gouvernement israélien pour ne plus être identifiés dans leur carte d'identité comme arabes. Ils ont décidé de s'appeler par un pis-aller araméen. Donc nous voyons un début d'une clé pour ouvrir cette serrure du panarabisme. 25. J'accuse le panarabisme islamique à empêcher toute solution juste et durable
de la création d'un État fédéral hébreu et ainsi de perpétuer la guerre, la souffrance et la tragédie de tous. J'ai terminé avec mes accusations. J'aurais voulu à présent présenter ma solution. Mais avant cela, peut-être que Samy, tu voudrais réagir pendant le laps de temps qui t'est accordé. Voilà, David, moi je t'ai écouté attentivement, sans la moindre réaction. Comme j'ai dit au début, mon silence ne veut absolument pas dire acquiescement à tout ce que tu as dit. Tu as le droit de t'exprimer et je te l'ai accordé. Et tu as remarqué que j'ai même fermé le microphone pour que tu ne sois pas dérangé par quoi que ce soit. Même le téléphone a sonné, tu ne t'es même pas rendu compte, mais c'est très bien, c'est comme ça que je le veux. Je n'ai rien à dire pour le moment puisque j'aurai mon temps de parole la prochaine séance où je te dirai ce que je pense de ce que tu as dit et où je présenterai mon point de vue à moi. Et maintenant, si tu souhaites continuer, tu peux le faire. Si tu veux remettre à la solution à laquelle tu aspires à la 4e séance, tu peux aussi le faire. C'est à toi de décider pour que, juste pour éviter que le temps dépasse, je ne sais pas combien de temps ça a pris ton accuse, auquel tu as absolument le droit. Alors, je te laisse le choix. Je préfère David, ta voix s'est arrêtée. Tu peux reprendre depuis que j'ai terminé. David, là, ta voix s'est figée. Tu veux te reprendre? Chers auditeurs, j'y peux rien. C'est un problème technique. Donc, probablement, on doit remettre la suite à la prochaine séance. Ce sera mon droit à la parole et après la 4e séance, ce sera sa proposition à lui et proposition à moi.